Bonsoir à tous, merci d'être venus. Développer une application alignée avec le métier, on va essayer de vous parler de ça, un petit retour d'expérience de ce qu'on fait depuis plusieurs mois. Je m'appelle Sylvain Coudert, il y a un Twitter, je suis joignable. C'est Romain Berton, je ne connais pas. On est tous les deux développeurs indépendants chez AccureJob. Si vous ne savez pas ce que c'est AccureJob, c'est une petite asso qui vous aidera à passer indépendant et à reprendre en main votre vie de développeur. C'est vachement bien. On attaque. Alors, faut juste que un petit plan pour vous expliquer de quoi on va parler ce soir. On va mettre un peu dans le contexte, comment on travaille, où on travaille, au niveau équipe, tout ça, que vous puissiez un petit peu situer. Ensuite, on va parler de programmation fonctionnelle, en C#. Ensuite, on va parler de testing, une partie PDD et une partie property-based testing. Et puis, on fera une jolie conclusion sur tout ça, sur toute la pratique. Si en cours de route, vous avez des questions, des trucs qui vous paraissent obscurs, qui vous bloquent un peu, n'hésitez pas. Sauf si c'est C# qui vous bloque et que vous avez l'habitude de faire du Java. Normalement, ça ne devrait pas vous gêner. On va essayer de faire ensemble. Alors déjà, pourquoi ce talk? Ça fait 6 mois que je suis sur ce projet, Romain, bientôt un an. Bientôt un an. Il y a eu des choix assez forts qui ont été faits en matière de pratique, de conception, de rituels. Aujourd'hui, maintenant que tout est installé et que tout marche plutôt bien, on estime avoir des gains en termes de qualité de ce qu'on produit, de quotidien, de vie, comme on dit. Et du coup, on voulait partager ça un petit peu, essayer de montrer ce qui nous plaît dans tout ce qu'on fait au jour le jour. Quelque chose à ajouter? Effectivement, on va vous présenter différents aspects de nos méthodologies. On parle d'application alignée métier. En fait, on va surtout vous expliquer ce qu'on fait et en quoi ça nous donne du feedback vis-à-vis du métier de l'application pour les utilisateurs et comment on peut justement améliorer notre application à partir de ces feedbacks. Alors, un peu de contexte, rapidement. On fait de la refonte d'une grosse application legacy. L'avantage de la refonte, c'est qu'on ne se traîne pas l'application legacy qui va avec. Souvent, on a des refontes, on se les traîne un petit peu. Je vais prendre l'exemple, là, c'est une vraie refonte. Il y a une vraie analyse métier, on est parti d'une feuille blanche au niveau du code. Donc, c'est une vraie refonte. Au global, sur le projet, il y a une orientation microservices et puis REST event sourcing. On est sur du full Azure, c'est dans le cloud. C'est un macro-projet, il y a 5 applications, plus ou moins interdépendantes, elles vont communiquer entre elles, donc ça pose plein de problèmes de dépendance et de couplage entre ces applis. On a une démarche qui essaie d'aller vers plus d'agilité. Il y a un coach agile qui a un petit peu formé tout le monde, et globalement, les Scrum Masters des différentes équipes sont des devs d'autres équipes, donc il y a toujours un dev d'une équipe qui vient en Scrum une autre. Au niveau profil, c'est beaucoup de développeurs qui sont sensibles au DDD, au clean code, au software craftsmanship, à toutes ces choses-là. Par appli, en moyenne, en général, il y a un PO, 2 à 6 devs, 3-4 devs front qui sont transverses, qui naviguent un peu sur toutes les applis, une cellule qualité, une cellule archi pour la partie Azure et faire tout ce qui est pipeline et tout ce qui est pas super rigolo de mon point de vue. Notre équipe aujourd'hui, un PO, 4 devs, 4 gros contextes métiers. Peut-être notre application, ouais. Alors, juste pour situer un peu, notre client, c'est un client qui est spécialisé dans la répartition de frais d'énergie. Donc, très concrètement, il y a des copropriétés, par exemple, qui viennent voir le client en disant « Bonjour, j'ai une facture fuel, j'aimerais savoir comment je répartis en fonction de la consommation des eaux. » Et nous, les applications qu'on est en train de développer, ça va être toute la partie calcul des consommations et ensuite répartition des flux. Beaucoup de règles de métier assez mathématiques, beaucoup de cas un peu border, etc.
DDD, c'était dans le titre. On va essayer de définir un petit peu ce que c'est. Il y en a qui ne savent pas du tout, qui n'ont jamais entendu parler de DDD. Le problème DDD, ça vous parle à tous? Ouais, c'est cool. Enfin, squeeze. Rapidement, DDD pour Domain Driven Design, posé par Eric Evans en 2003. L'idée, c'est d'avoir une conception qui va être vraiment drivée par le métier, par ce que font les utilisateurs au quotidien. Eric Evans a décrit un ensemble d'outils pour concevoir et implémenter un système. D'abord, une partie stratégique pour vraiment recueillir le besoin, le comprendre, le modéliser. Définir des contextes métiers au sein du business d'une entreprise. Et une partie tactique pour implémenter tout ça avec du code. L'objectif, c'est de réduire la complexité du code, c'est d'avoir une partie du code qui n'a que la complexité métier, qui n'introduit pas de complexité en plus, et de proposer du coup une solution qui soit vraiment adaptée aux utilisateurs, chose qui se rate assez souvent. Premier point, on a fait plein de programmation fonctionnelle. C'est Romain qui a tout mis en place. Moi, je suis un utilisateur, je vais raconter comment on utilise et comment on est mis en place. Tu me dis si je dis n'importe quoi et que tu ne dis pas comme ça. Non. Ok, alors programmation fonctionnelle, on va en parler un petit peu. J'imagine que tout le monde n'est pas forcément familier avec ça. Alors, pour développer un logiciel en mode programmation fonctionnelle, on a l'habitude de dire, en fait, un programme, finalement, c'est quoi? C'est un ensemble de fonctions qui forment un ensemble de use cases, qui eux-mêmes forment un ensemble de features, qui forment un ensemble d'applications. Ça l'air un peu bateau comme ça. En vrai, si vous voulez faire la programmation fonctionnelle, il y a un point qui est hyper important, c'est l'immutabilité. Commencez à écrire du code qui est immutable. Donc, quand vous créez quelque chose, une valeur, une donnée, peu importe, une fois qu'elle est créée, vous ne pouvez plus la modifier. C'est très perturbant pour les développeurs qui sont habitués à l'impératif ou de l'objet, mais ça peut vous sauver la vie. Ensuite, on peut inciter à avoir une bonne séparation entre tout ce qui va être donné d'un côté et comportement de l'autre. Encore une fois, c'est des marcations claires. Et on peut aussi, c'est même idéal d'introduire de fonctions qui sont à la fois pures et totales. Donc une fonction pure, c'est encore une fois une fonction qui ne crée pas d'effet de bord, donc une donnée ne peut pas être modifiée par l'exécution d'une fonction. Et une fonction totale, c'est une fonction qui, pour toutes les entrées possibles que peut lui fournir, doit être capable de vous donner un résultat. Typiquement, une exception, votre fonction n'est pas pure. N'est pas totale, pardon. Donc, les bénéfices de ces concepts, c'est qu'en fait, ça va avoir tendance à vous inciter à écrire du code qui est beaucoup plus déclaratif. Donc, vous allez commencer à décrire le quoi faire au lieu de décrire le comment faire. Donc, comment faire, souvent, c'est du code impératif. Par exemple, vous décrivez comment vous êtes en train d'itérer sur une collection. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Romain, tu dis n'importe quoi, parce que l'essence même d'un logiciel, en fait, à un moment, c'est de faire des effets de bord. Quand vous écrivez en base de données, vous êtes bien en train de changer l'état de votre système, en fait. Et vous avez complètement raison. C'est pour ça qu'en fait, le but du jeu, c'est d'essayer de pousser, en fait, tous les aspects impurs de votre code, en fait, aux extrémités. Et garder le code pur au centre. Donc, vous avez du code impur qui vous fournit une entrée, votre code pur, qui vous sort un résultat, et là, effectivement, vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc, par exemple, ça s'introduit très bien dans une architecture hexagonale. Alors, peut-être que les gens ici ne connaissent pas ce qu'est une architecture hexagonale. L'idée, c'est d'avoir un hexagone, donc ici le code métier de l'application, qui ne dépend de rien du tout. Il ne dépend pas d'infrastructure, il ne sait pas, par exemple, qu'il est connecté à un web service ou à une base de données. Ça, il n'en sait rien. Il décrit juste, en fait, des contrats avec lesquels vous allez pouvoir communiquer avec lui. Donc l'idée, c'est que cet hexagone, en fait, il garde pur. Peu importe l'entrée que vous allez lui donner en entrée, il doit toujours sortir le même résultat. En termes de conception, ensuite, en objet, on a tendance à créer des concepts sous forme d'objets. Par exemple, je sais pas, on peut dire dans l'e-commerce, la notion de commande, c'est un objet, une commande. Vous allez vous dire, OK, j'ai une commande, et puis vous allez appliquer des méthodes dessus qui vont faire changer cet état. Quand vous parlez avec des gens du métier, en fait, ils disent, ouais, OK, ouais, sûrement, mais ça ne leur parle pas vraiment.
Eux, ce qu'ils imaginent vraiment, c'est une notion de workflow. Donc, vous avez fait quelque chose, vous manipulez, vous avez une action, par exemple, sur une donnée, vous passez à un état suivant. Par exemple, là, si je reprends mon exemple de la commande, vous pouvez, par exemple, une commande à valider. Si vous avez une action métier, dire je valide la commande là, que j'ai reçue, là, votre commande, elle est validée, elle n'est plus à valider. C'est pour quelqu'un du métier, ça va être hyper clair de voir ça. Ils visualisent vraiment ça. J'ai manipulé ma commande, je l'ai validée, je ne peux pas faire autre chose que passer à l'étape suivante, donc, par exemple la préparer. C'est un peu comme ça finalement qu'on a développé aujourd'hui. On a vraiment toutes nos étapes de calcul dans le cas de notre application où on a une donnée, un état, on passe à l'état suivant en fait au travers d'une fonction, puis on va chaîner nos états successivement. Rien ne vous empêche d'aller persister par exemple un état intermédiaire parce que effectivement entre deux étapes il peut se passer 3 jours ou je ne sais combien de temps. Alors, du coup, quels sont les bénéfices et inconvénients? Déjà, le premier bénéfice, on a un code qui est vraiment prédictible, dans le sens, encore une fois, pas d'effet de bord, donc si vous donnez toujours la même entrée, vous allez toujours avoir le même résultat en sortie. C'est facile à raisonner, il y a ce caractère répétable, et puis quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est quand même un bénéfice, c'est que quand vous ne partagez pas une donnée qui peut changer au cours du temps, ben en fait, votre code est facilement parallélisable. C'est un bénéfice à avoir en tête. Par contre, sinon, peut-être en dire un mot, c'est que c'est quelque chose de nouveau à apprendre et ça peut être très perturbant au début. Alors, au départ, très clairement, alors, tout n'est pas forcément perturbant, tout dépend comment c'est amené. On y reviendra. Pour moi, effectivement, le truc le plus pénible au quotidien à mettre en place, c'est l'immutabilité. C'est-à-dire, on a des autres jobs à plus de 7 heures. Voilà, si l'état change, je n'ai plus le même type. Ma commande à valider, tout ce que je peux faire, c'est la valider. Et derrière, j'ai plus une commande à valider, j'ai une commande validée. J'ai pas un flag qui a changé au milieu, j'ai vraiment un autre type. Et au démarrage, on a tendance à se dire, la vache, c'est lourd, ça fait 2 milliards de types à créer. Et puis quand l'application prend un peu de volume, on se rend compte qu'à ce moment-là, que c'est super intéressant parce qu'on peut moins faire de boulettes. Et c'est vraiment ça qui m'intéressait. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a des choses un peu raides à prendre en compte, mais on tire vite les bénéfices. On va en voir d'autres. Alors là, on a commencé à parler de typage, enfin de type, on modélisait effectivement un outil par étape. Et alors on peut faire de la programmation fonctionnelle avec un langage dynamique, hein, on peut en faire JavaScript, c'est pas un problème. Ça sera plus compliqué, mais c'est possible. En programmation fonctionnelle, effectivement, on va avoir tendance à plutôt s'orienter vers des typages forts, un système de typage plus fort. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là pour la présentation d'Arnaud Bailly, c'était ça, qui a pas mal abordé ce sujet-là, donc je ne vais pas m'étendre autant que lui. Typage fort et une notion, ce qu'on appelle les typages algébriques. Alors, il y en a deux types, il y a les produits et les sommes. Donc, les produits, en fait, on est assez habitué, c'est une composition de différents éléments. Donc, par exemple, vous avez un objet, je dis n'importe quoi, vous avez un entier, un booléen, une string, peu importe. Donc là, vous avez des produits. Et les sommes, ça va être des types énumérés plutôt. Donc, en C#, typiquement, une énumération. Le problème, c'est que les sommes, par défaut, avec ce qu'on a dans le langage, c'est assez limité. Et pourtant, si vous cherchez dans votre métier, en fait, vous en avez plein des types énumérés. C'est-à-dire, vous avez une donnée, mais en fait, vous avez potentiellement 3, 4 cas différents, mais c'est vraiment borné, c'est limité. Et c'est intéressant de les représenter dans votre code, parce que si le métier est capable de distinguer ces 4 cas-là, c'est qu'il y a une raison, et que souvent, à un moment, chaque type, chaque cas va nécessiter un traitement spécifique. Typiquement, ce qu'on a sur les étapes commande, voilà, une commande peut être dans ces 4 états-là. Donc il y a vraiment ces 4, les 4 états qu'on avait présentés. Donc là, ils seront scindés, ils auront chacun leur type plutôt que d'avoir une interne. Voilà. Et quand vous commencez à essayer de typer fort et vraiment représenter ces données de manière comme un type énuméré, vous avez un nombre de possibilités qui est fini. En fait, vous pouvez commencer à essayer de contraindre votre système et à déporter des règles métiers que jusqu'à maintenant vous mettiez dans votre code, en fait, dans votre système de typage.
Et l'objectif, c'est de rendre en fait tous les cas qui, d'un point de vue métier, sont impossibles à représenter dans votre code. Ça vous enlève une énorme complexité en fait à vérifier que votre code n'est pas votre algorithme n'est pas en train de recevoir un cas qui est complètement incohérent, qui n'a aucun sens d'un point de vue métier. Donc, voilà, c'est ce que je disais un peu. Donc, je ne sais pas du tout ce que je disais d'ailleurs, mais c'est un peu l'idée. C'est que quand vous faites ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que votre idée, il peut énormément vous aider, en fait. Quand vous commencez à manipuler des types comme ça, il peut dire, ouais, ok, donc tu as ce cas-là, ce cas-là, ce cas-là à gérer. Il est capable de vous dire, en fait, tous les cas auxquels il va falloir que vous pensiez et qu'il va falloir gérer. Parce que d'habitude, en fait, vous découvrez au runtime, donc soit par une exception, soit au mieux par un test unitaire qui pète. Et effectivement, arrivé à un certain moment, en fait, on va par exemple gérer les cas, et puis à un moment, vous allez vous poser la question de dire ce cas, est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois vraiment l'avoir? Et là, vous avez plusieurs solutions. C'est soit vous avez mal modélisé, soit vous avez discuté avec quelqu'un du métier, votre product owner, ou peut-être que vous avez escaladé encore plus haut. Et lui, il va vous dire ouais, c'est normal, effectivement, faut gérer de telle manière, ou alors non, c'est pas normal, et là, il faut carrément repenser la solution qu'on est en train de voir, en fait. Mais voilà, l'idée, en fait, c'est de réduire en fait la boucle de feedback. C'est aujourd'hui, on a tendance à dire le plus rapide, c'est en fait, c'est le test unitaire. Vous écrivez un test, vous spécifiez un comportement, et si le test passe en rouge, c'est que votre code ne respecte pas le comportement défini par le test unitaire. Et vous pouvez aller en fait encore plus vite en contraignant ce comportement directement dans le système de typage. Et dans ce cas-là, en fait, le cas invalide, vous ne pouvez même plus l'écrire. Alors en pratique avec C#, parce qu'il y a un peu de boulot quand même. Alors, petite parenthèse, juste pour info, écrire du code fonctionnel avec C#, c'est possible en fait depuis la version 3.0 avec l'introduction en fait des génériques et des lambdas. Ce qui vous permet en fait de manipuler une fonction comme un type. Premier cas. Donc là par exemple j'ai une fonction, c'est une vraie fonction du projet sur lequel on travaille en ce moment, qui fait un traitement, voilà, peu importe. Mais quand je lis la signature, je ne sais pas forcément ce qui va se passer en fonction des infos que je vais filer là. Ce qui peut par exemple y avoir des erreurs, je ne sais rien du tout. Si on parle de type énuméré, par exemple, on peut imaginer ce type-là, le user, qui dit, en fait, tu as une valeur, je ne sais pas laquelle c'est, comme ça, quand tu manipules, je ne sais pas, c'est la valeur de gauche ou la valeur de droite, peu importe, tu as une valeur. Donc, si on revient sur notre signature et qu'on l'intègre, par exemple, là, c'est quand même déjà beaucoup plus clair, parce que je vois que j'ai peur un résultat, mais je peux aussi avoir une erreur. C'est peut-être passé quelque chose qui ne va pas avec les données que je lui donne en entrée. Et c'est intéressant de le savoir. Et une fois que je manipule les résultats, en fait, mon IDE, maintenant, il va me forcer à gérer les deux cas. Il me dit, OK, là, mon résultat, c'est un user. Donc là, quand je veux manipuler la donnée, je dois spécifier un comportement pour le cas où j'ai un résultat et un autre comportement pour le cas où j'ai une erreur. Un autre cas, par exemple, là, par exemple, là, typiquement, je suis dans un repository, je suis en train de charger de la donnée et je me dis, OK, là, je te file des arguments d'entrée, mais est-ce que j'ai vraiment une donnée en face? Je ne sais pas, en fait. Donc, si la donnée n'est pas là, comment je fais? Je remonte une exception, je retourne nul et on se débrouille pour le gérer. Là, pareil, on peut faire un type énuméré. Donc là, c'est un peu comme le user juste avant, sauf que dans un des deux cas, il n'y a juste pas de valeur du tout, en fait. Donc là, pareil, une fois encore, c'est beaucoup plus clair. On sait qu'on aura peut-être une valeur. Et on peut avoir des comportements spécifiques en fonction de chaque cas. Si je n'ai pas de valeur, alors je dois avoir un comportement. Si j'ai la valeur, je peux continuer. Ça va, justement? Donc ce genre de méthode, là, vous pouvez l'appliquer un peu partout. Vous pouvez même vous amuser à créer des méthodes d'extension en fait, sur des objets qui sont déjà sur le framework. Là, par exemple, j'ai un dictionnaire, en fait, je lui passe mes clés, mais je suis obligé de tester explicitement, en fait, est-ce que ma clé est absente, et si elle est absente, je te donne une valeur par défaut.
Là, c'est un peu la syntaxe, honnêtement, entre. Je suis obligé d'écrire le if. Donc, déjà, on peut oublier, on peut se planter, oublier le point d'exclamation, donc on inverse notre condition, etc. Ça, on peut le simplifier. En fait, on pourrait très bien faire une fonction make value, on lui donne la clé, il va peut-être nous retourner un résultat. Et s'il n'a pas de résultat, voilà la valeur par défaut. Donc là, c'est en termes de lecture, c'est beaucoup plus clair, enfin, à mon sens en tout cas, où je me soucie plus de savoir en fait s'il y a une valeur ou pas. En fait, je dis juste voilà la valeur, et puis ici elle n'y est pas, tiens, ce sera ça la valeur par défaut. Et j'encapsule, je masque complètement en fait toute la logique métier pour aller effectivement récupérer cette donnée. Là-dessus, typiquement, c'est le genre de choses quand on apprend un peu, quand on rentre dans le fonctionnel sans forcément connaître le nom. C'est typiquement le genre d'exemple où au début on n'est pas convaincu, on a l'habitude de lire les livres, on se dit mais je vois pas le problème. Enfin, moi à l'origine je voyais pas forcément le problème d'écrire ça comme ça. Ça me choquait pas, sauf que là le livre, on a une condition qui est finie de la lire, on n'a pas de else, est-ce qu'on couvre tous les cas. Ici, on a un out pour gérer le truc, on se rajoute un peu de complexité technique, c'est pas super prédictible. Dès l'instant qu'on a appris à lire des choses comme ça devient, ça devient sincèrement plus simple. Et pour le coup, beaucoup plus, ouais, vraiment plus simple à lire et à maintenir. On n'a pas cet exemple-là, on peut le faire lire à un fonctionnel. Un PO, il va comprendre, ah bah oui, il y a peut-être une valeur, ok. Mon value fallback, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais aucun constructeur, du coup, il comprendra mieux que comprendre que là, on a un node, que là, on a une valeur sortante, et que si on n'est pas là-dedans, ok, il faut en mettre un. C'est beaucoup plus fluide, même pour des, principalement même pour des notes techniques, je pense là-dessus. Et puis surtout, le fait d'avoir cette méthode-là, il nous retourne un maybe, ça te force vraiment, l'idée te force à gérer le cas où tu n'as pas de valeur. Tu es obligé de considérer ce cas. Donc là, on parle de type énuméré, donc là, je vais montrer le maybe eraser. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut généraliser ça à ce que je disais, des concepts métiers carrément. Donc, voilà, on a une petite interface aujourd'hui. Voilà. On ne va pas trop s'attarder dessus. Ce qui est intéressant, c'est par exemple, là, j'ai inventé un cas où je dis j'ai un animal de compagnie, je dis c'est soit un chat, soit un chien, soit un oiseau. Donc je peux contraindre en disant vas-y, mon animal, chat, chien, oiseau. Et avec les bonnes méthodes, on ne va pas trop s'attarder sur les détails d'implémentation, mais je peux effectivement facilement avoir des méthodes d'extension comme ça qui me permettent d'énumérer tous ces cas et de les gérer et de spécifier facilement le comportement pour chacun de ces cas. Pour préciser, si j'enlève une des trois lignes, juste ça ne compile pas. Le compilateur va nous obliger, de par la définition de la méthode match qu'il y avait juste avant, le compilateur va nous obliger à spécifier les trois cas. S'il en manque un, on se fait bouler et ça ne compile pas, on lance pas. Donc là, on ne peut pas être plus rapide à ce moment-là dans le feedback. Enfin, c'est vraiment la compile. On va avoir être souligné en rouge avec le jeu dès le départ. Alors, bénéfices, inconvénients. Alors, du coup, on réduit énormément les conditions. En fait, on est juste en train de, à chaque fois de donner, alors tiens, pour ce comportement, pour ce cas-là, ça sera ce comportement, pour celui-là, ce comportement. On passe beaucoup moins de temps en fait à tester en fait ce qu'on est en train de manipuler. On est juste en train de dire, bon, bah, je te spécifie le comportement, à toi de te débrouiller pour savoir lequel tu dois appeler. Pas de nul, c'est ça que je voulais dire quand je parlais de maybe, j'ai oublié. C'est que aujourd'hui dans notre code, par exemple, le nul, c'est une valeur qu'on n'utilise juste pas du tout en fait. On considère quand on manipule une donnée que la donnée est là. Si à un moment, pour une raison X ou Y, la donnée peut être absente, que ce soit à la sortie d'une méthode, en entrée d'une méthode, ou même dans une structure donnée, alors on va encapsuler le champ dans un maybe. Comme ça, c'est hyper explicite, on voit, on sait, on ne peut pas se tromper. Là, on parle bien du code métier. Quand on va récupérer justement des infos d'une base de données, à un moment, si l'info n'est pas là, ou même sur une API, si l'info n'est pas là, il y a un nul, c'est sur les bords de l'application. On gère le nul. Effectivement, s'il y a un nul, on va créer un maybe qui va rentrer dans l'appli parce que c'est un cas, si la donnée a le droit de ne pas être là, c'est un cas métier identifié où effectivement là, ça peut arriver qu'on n'ait pas de données. On a un maybe qui rentre dans notre code métier.
En termes de fiabilité, du coup, pour l'instant, on n'a pas trop eu de problème avec tout ça. On se la pète même un petit peu, parce que notre testeur attitré, en fait, si peut-être aujourd'hui, il en a peut-être un, on n'est pas trop sûr, mais à chaque fois qu'il arrive avec un bug, c'est pas un bug, c'est une feature, c'est pas un bug, c'est une feature. Ah, c'est un problème purement technique sur de la synchro avec une API externe, c'était de la pure technique. Sur notre code métier, pour l'instant, on a pas de bug. J'ai envie de dire, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, les bugs qu'on a eu pour l'instant, c'est très majoritairement dans les couches infrastructures où justement il y a des effets de bug. Pour l'instant, c'est depuis combien de temps? Parce que si c'est l'instant depuis une semaine ou l'instant depuis un an, c'est pas On développe depuis un an. Du coup, au niveau de cohérence du code, comme on est obligé de gérer chaque cas, on est obligé de se concentrer sur chaque cas, effectivement. Et quand on compose, à un moment, on arrive à se dire ah tiens, est-ce que ce cas, je suis vraiment censé le rencontrer à ce moment-là de mon processus? Ça challenge le métier, effectivement, quand on rencontre des cas où on se pose la question. On a toujours nos fonctions qui sont totales, on gère tous nos cas. Le compilateur nous assiste beaucoup. Par contre, on ne va pas se mentir, C#, langage objet, hein, c'est pas du tout fait pour ça à la base. Niveau inférence de type, faut quand même bien l'aider. Hein. Il n'est pas toujours très doué. Beaucoup de code passe plat, que ce soit encapsulation, immutabilité, égalité. Et courbe d'apprentissage, je pense qu'il est un peu très fonctionnel aussi. Hein. C'est un peu costaud au début. Alors la courbe d'apprentissage, je vais vous donner une solution pour la tacler facilement. C'est comme ça que ça s'est passé. Il ne faut pas dire qu'on fait du fonctionnel, il ne faut pas dire qu'on fait de l'immutabilité, il faut dire regarde, j'ai un type maybe qui permet d'exprimer que fonctionnellement on peut avoir un cas, enfin qu'on peut avoir une donnée ou ne pas l'avoir. On ne parle pas de fonctionnel, on ne parle pas de paradigme, rien du tout, on n'emploie aucun mot compliqué. C'est juste un moyen d'expression pareil, le user, là en entrant ça peut être soit ça, effectivement en sortie on peut avoir soit un résultat, soit une erreur. Bon, on m'a pas dit, ah, c'est du fonctionnel et tout, puis au bout d'un moment, ah, mais ça, en fait, c'est tout inhérent, justement, au paradigme fonctionnel, mais on l'apprend sans le savoir, et après, on met juste le vocabulaire en face, et globalement, ça se passe plutôt bien. Il faut présenter ça, si vous voulez faire, ne présentez pas ça comme, attention, j'ai une super approche fonctionnelle, non, j'ai des outils sympas pour exprimer le métier de manière un peu plus sympa et un peu moins défensive. Et du coup, la courbe d'apprentissage, elle se tague beaucoup plus facilement comme ça, à mon avis. Vous voulez juste insister sur un point, c'est que ça peut avoir l'air sympa comme ça, mais ça peut avoir un côté un peu frustrant, dans le sens où si vous voulez développer quelque chose, pour arriver à un code qui compile, ça va vous prendre énormément de temps. Énormément plus de temps. Ouais, plus de temps, je ne saurais pas dire de manière aussi. Parce qu'effectivement, en fait, l'IDE, il va vous mettre vraiment en face de vos contradictions. Il va vous dire, là, en fait, tes types, ça ne matche pas. T'es bourré, si je reprends la slide d'avant. Par contre, une fois que ça compile, effectivement, vous avez, a priori, comme vous avez taclé énormément de complexité en termes de conditions, gestion de cas foireux, etc., a priori, au runtime, vous aurez quand même beaucoup moins de choses à gérer, ça devrait mieux se passer. Par contre, quand vous utilisez ce genre type, vous achetez une autre catégorie de problématiques, ce qui va être la composition en fait. Quand vous encapsulez votre pet, par exemple, pour reprendre mon exemple tout à l'heure, dans un maybe, comme on a dit que le pet ne peut pas être nul, forcément, vous allez l'encapsuler. Niveau signature, ça colle plus. Vous ne pouvez pas passer un maybe pet ici, ça ne marche pas. Du coup, une solution, ça pourrait être par exemple de se dire bon, je vais devoir réécrire une autre fonction qui prend mon maybe en entrée, qui va sortir un maybe en sortie et qui va éventuellement appeler la fonction si j'ai la donnée. Bon, on est d'accord, c'est pas terrible. Hein, parce que si ça à chaque fois, j'envoie la liste. On va me dire oui, je veux pas faire ça. Et ben en fait, ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on fait déjà souvent en C#. Je ne sais pas si quelqu'un a un exemple en tête. Je vous fais intervenir, de voir si vous en avez pas. Select sur une liste. Oui, je me sélectionniste. Effectivement. Typiquement, sur une liste, vous avez la méthode select, map pour les javaïstes.
qui prend une liste effectivement avec un type qui encapsule un type. Si on lui fournit une fonction qui est capable de transformer ce type en un autre type, et ben on peut obtenir ce résultat. Ben en fait, cette fonction-là, on peut l'écrire pour plein de choses. Donc une task, futur ou trait pour les javistes, je sais pas. Futur. Donc là, par exemple, je peux écrire une task de t-result à partir d'une task de t-value. Donc quand je vais appeler cette fonction, en fait, je vais avoir le nouveau type, mais pour autant, la task, elle n'est peut-être pas encore exécutée, je ne sais pas. Je peux faire la même chose pour un lazy, par exemple. Et je peux le faire aussi pour un maybe. Voilà. Donc, mon cas fois tout à l'heure, j'étais obligé de réécrire une fonction exprès pour, ben, en fait, je peux le virer en ayant juste ma méthode select qui me transforme mon type sans changer le contenant, en fait. Donc ça, je vous le fais pour le maybe, mais vous pouvez faire effectivement ce que je vous ai montré pour plein de choses. Et si c'est important de garder ce nommage select, c'est pour un petit truc sympa, c'est que vous pouvez utiliser la syntaxe IQ pour faire ça. Alors, là, par exemple, en haut, j'ai un enumerable de pet. Donc là, je récupère dans la collection un animal, je lui applique la fonction et je retourne le résultat. Là, en fait, sur maybe, ça fonctionne exactement pareil. Et ça fonctionne exactement pareil. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, je retrouverai. Ouais, le select, c'est un peu limité. Par exemple, là, si j'ai une fonction qui prend, par exemple, un animal qui me retourne peut-être un résultat, si j'applique le select, je vais me retrouver avec un maybe. C'est pas vraiment de sens, quoi. Si le premier, il n'a rien, il n'a rien. Si le premier a quelque chose, bah, le deuxième aura peut-être rien. Donc on peut le réduire en un seul. Ça paraît clair si je dis ça avant, vous ne savez pas. Et ben, encore une fois, par exemple, sur une collection, ça existe, c'est le select menu, le flat map, ouais, c'est bon. Qui prend par exemple une collection qui va, pour chaque élément, être capable de retourner une collection, et ensuite on va pouvoir appliquer une transformation et réduire cette collection de collections en une seule collection. Donc ça, encore une fois, on peut le faire par exemple pour des tasks, on peut le faire aussi pour un lazy, et ce qu'on disait, on peut le faire pour un maybe. Donc là, par exemple, ce qu'on disait, si le premier node retourne node, si le premier a une valeur et que le deuxième node retourne node, sinon on est capable de retourner le résultat. Et encore une fois, ça fonctionne pareil avec la syntaxe InQ, et j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Donc ça, c'est... voilà, on peut faire ça avec la syntaxe InQ, ça va être quelque chose d'assez équivalent au computation expression en F# ou au fort compréhension en Scala, mais je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent en Java, ça n'existe pas, dis-nous. C'est du chiant. Alors, bénéfice inconvénient, c'est qu'effectivement, il y a ces notions de composition à intégrer, mais une fois qu'on comprend cette syntaxe, qui peut être quand même vraiment ce côté magique au départ, une fois que vous la comprenez, cette syntaxe, finalement, encore une fois, c'est mon avis personnel, je trouve que ça se lit assez bien, en fait. On ne se soucie plus de savoir quelle est la donnée, on dit juste, bah, si la donnée, le comportement, ça sera ça, s'il n'a pas, tu te débrouilles pas. Et pour aller plus loin, alors juste sur cette partie problématique de composition, en fait, c'est une discipline à part entière, c'est la catégorie théorique. Donc pour les plus courageux, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Pour le côté magique, Pardon. je confirme, c'est que Romain, il avait codé tous les selects qui vont bien pour tous les types comme ça. Et du coup, à un moment, il y a un nouveau type qui arrive, et je fais mon select, ça marche pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais non, en fait, il avait bossé avant pour implémenter les trucs qu'il faut, donc effectivement, il y a un petit côté magique, c'est marrant. Ça veut dire qu'on ne se pose pas la question, la complexité a été encapsulée, on ne s'en occupe pas, et on fait que de la modélisation de ça. Spécification et BDD. Alors Romain vous a présenté tout ça. Moi, depuis que je suis sur le projet, alors tout ça, c'est super intéressant. La partie que je vais vous présenter, c'est moi au quotidien, je pense que c'est ce qui m'a le plus changé la vie par rapport à un ancien projet. Je vais essayer de vous synthétiser ça. La partie spécification.
BDD, Behavior Driven Design. Est-ce que tout le monde sait à peu près ce que c'est ou on définit un petit peu? Alors je vais parler de ça. Je vais parler des affinages. C'est mon replan, ça. Les affinages, rituel d'équipe, et je vous parlerai de SpecFlow pour la partie comment on implémente tout ça. Alors, Behavior Driven Development. Le principe, c'est de laisser guider la conception du code par vraiment le comportement, le métier. On parle aussi souvent de spécification par l'exemple. Ce qui veut dire qu'on va essayer de la user story, la fonctionnalité qu'on a codée, on va essayer de la définir dans ces cas les plus représentatifs, essayer d'avoir une typologie des différents cas qui peuvent exister. Et puis, du coup, avec tout ça, on va essayer d'écrire des scénarios de test pertinents. On n'est pas encore au code, on est encore en mode spécification. Alors, pour expliquer TDD vite fait, TDD, je vais faire un petit rappel sur TDD. Alors, Test Driven Development, c'est facile, on écrit un test qui échoue, il est au rouge, on écrit le code qui fait passer le test, on est content, notre feature elle marche, le code n'est pas terrible, c'est pas grave, on refactorise, on a un test qui nous permet d'être sûr que le code reste propre. Ça tourne dans ce sens. Ensuite, je voudrais vous parler de TDD outside in. Alors, ça peut être une des façons d'approcher le TDD. Moi, c'est la façon que j'ai eu de l'approcher au départ. Le PO arrivait avec une grosse feature, avec des tests, beaucoup de tests d'intégration. Et du coup, je codais le test. Et au milieu, j'avais besoin d'autre chose. Donc, j'étais dans une boucle de TDD, on va dire. Ça, c'est le test du PO, dans la grosse feature. Et sauf que pour écrire le code qui fait passer le test, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je refais une boucle de TDD. Je vais créer un petit bout de code, un peu plus simple, sur une petite feature. Alors, vu qu'on fait plein de calculs, à un moment, bon, il y a une règle de 3 un petit peu simple. Je vais créer un petit élu pour valider ma règle de 3, puis ensuite je vais l'intégrer dans le gros calcul. Avec toujours les boucles de refacto pour essayer d'avoir quelque chose de propre. C'est comme ça que je le pratiquais beaucoup au démarrage, un petit peu moins maintenant. Il y a pas mal d'évolutions. SpecFlow, c'est le petit outil technique qui vous aide à faire ça. Donc pour les noms .NET, c'est le portage .NET de Concomber. C'est utilise la syntaxe Gherkin pour la description des tests. Ça, c'était la partie pour que les gens qui ne sont pas du monde .NET retrouvent leur petit. Ça permet la rédaction de tests en langage naturel, à peu près. Hein. On part sur un classique given when then, alors étant donné tel état de mon système, quand je fais ça, alors je dois pouvoir observer tel résultat, mon système doit se retrouver dans tel état. Le développeur, il va coder les différentes étapes, justement, c'est pas dans le given, dans le when, dans le then. Et pour vous montrer ça, on parle de TDD, on va essayer de présenter SpecFlow par exemple. Alors j'ai fait un petit exemple. Alors j'ai fait un petit peu, j'ai fait le PO, le dev tout en même temps, mais concrètement, d'abord, avant tout ça, il y a un travail du PO qui va bosser avec les utilisateurs, avec le métier. Quand je dis que c'est le PO qui fait, on a la chance de bosser sur un projet où c'est vraiment le PO qui fait le boulot. Ça fait beaucoup de différence pour la suite. Quoi donc? Le clone, je sais pas, pour l'instant on garde. On garde. Donc, lui, il va travailler avec ses key users, avec le métier, avec plein de gens auxquels nous, des fois, on a du mal à parler. Lui, il va faire ce boulot et il va nous sortir des scénarios qui sont représentatifs. Déjà avec SpecFlow. Il n'est même pas dans de l'abstraction, il est déjà sur SpecFlow. Alors là, voilà, j'ai une super feature. J'ai pris un truc très compliqué, de calculer des taux de TVA. J'ai géré des taux de TVA. Alors, pour disposer de tarifs hors taxes et TTC, en tant qu'apprenti comptable, j'aurai un coup de main pour retrouver les montants hors taxes ou TTC à l'aide des différents taux qui peuvent exister dans notre législation. Et ça, c'est la feature. On a besoin de quoi pour ça? On a besoin des taux. Alors, un taux normal, un taux réduit à 10%, 5,5, et puis un taux particulier à 2,1. Regardez dans la doc, il paraît qu'il en existe d'autres. Pour exemple, voilà, je sais qu'il y a d'autres qui vont bien. Donc ça, c'est, on va dire, c'est un espèce, ça s'appelle background, c'est la syntaxe, je crois que c'est ça. Du coup, on a tous ces éléments-là.
Et on va définir un petit scénario. Alors voilà, j'ai un scénario de calculer les tarifs TTC. Donc, étant donné tous ces montants hors taxes, je leur donne le taux de TVA qui est applicable. Bah, quand je calcule les tarifs TTC, je retrouve tout ça. Je retrouve mon montant TTC en face du montant hors taxe. Et mon PO, il me donne ça. Enfin, il donne ça à l'équipe. Avant de développer, on va faire une séance d'affinage. C'est quoi donc l'affinage? C'est un petit rituel d'équipe qui va essayer de réunir autant que possible un petit peu tout le monde, l'élève, le PO, alors la QS, si on a la qualité, c'est encore mieux. Le but, c'est de faire un challenge vraiment multidirectionnel sur le fond et sur la forme. Des fois, les scénarios ils vont être un peu fat. On va demander de recouper parce qu'on imagine déjà comment on va pouvoir implémenter ça, comment on va pouvoir recouper ça avec les features qui ont déjà été faites. Des fois, on a besoin de couper. On va reformuler. Je ne comprends pas forcément les terminologies qui sont employées ou c'est pas consistant par rapport à d'autres scénarios. Il y avait des mots qui étaient utilisés, là, c'est pas les mêmes. Ajouter des cas oubliés. Ça fait un petit peu office des équipes qui font de l'exemple mapping, qui vont essayer de recenser tous les exemples. On a peu besoin de le faire, parce qu'on a un PO qui conserve presque tout, mais presque tout. Ça arrive. Ah, tu en trouves souvent des nouveaux, mais globalement, on peut ajouter des cas oubliés. Et éventuellement, on peut sortir un premier chiffrage à chaud si la feature est assez mature. Concrètement, le chiffrage, nous, ce qui nous intéresse dans le chiffrage, c'est quand on ne chiffre pas du tout pareil. C'est qu'on voit qu'il y a un problème de compréhension ou un problème d'échelle. Si je chiffre à 3, que Romain met 8 ou 11, 8 ou 13, on repart à 0. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris Ah, mais d'accord, il y avait ça, il n'y avait pas ça, j'ai oublié ce truc-là. C'est un outil, c'est vraiment un outil pour challenger nous sur la compréhension qu'on en a. Être sûr qu'on est à peu près sur le même niveau de compréhension. Ouais. Je rajouterais juste sur Rituel, le premier enjeu de ce Rituel, c'est les échanges. Il faut pouvoir être capable de. C'est vraiment la discussion, c'est parler, comprendre, que tout le monde ressorte de ce point en fait avec le même niveau de compréhension du métier. C'est vraiment l'enjeu principal. Si le PO arrive en disant bon alors le premier scénario c'est ça, il vous le dit, le deuxième c'est ça, c'est bon, vous avez compris, vous pouvez y aller. Le rituel a juste aucune valeur. Combien de temps du coup chaque séance la finale? C'est pas 1 heure par semaine. Ouais, 1 heure et demie par semaine selon les features. Des fois, il en faut un petit peu plus. On s'était inventé le concept d'affinage sauvage quand il y a des fois en milieu de semaine, il y a un truc qu'on ne comprend plus. Bah, on se retourne, on met les fauteuils à côté puis on discute. C'est sur toutes les stories ou uniquement sur des stories où il y a beaucoup de métiers? On passe toutes les stories. Tout ce qui n'est pas tech. Tout ce qui n'est pas pure tech, voilà, dès l'instant qu'il y a des métiers, on passe par là. Et même quand il n'y a que de la tech, souvent on passe par là parce qu'on croit qu'il n'y a que de la tech et jamais que de la tech. Alors pour la partie Specflow, oui. Niveau animation, c'est une réunion, c'est le PO qui vient, qui présente, après tout le monde, c'est un peu à volonté, tout le monde. Ah bah c'est très horizontal comme communication, c'est autour de la table. Le PO, c'est lui qui a des documents, du coup il projette. En général, il commence par expliquer où on en était, comment ça va se brancher avec ce qu'on a fait avant, parce qu'il y a toujours du contexte à remettre. Et puis après on discute. Alors, des fois, globalement, on comprend tout bien. Et puis ça a l'air rapide. Et puis régulièrement, on repose des questions. Et ce cas-là, il arrive sur le suivant. Et comment on intègre ces choses-là. Enfin, on essaie de faire ça le plus horizontal possible. Sachant qu'autant que possible, on essaie de les avoir lus en amont, en fait, les stories qu'on va voir. Donc le but, c'est vraiment d'arriver en ayant déjà à peu près digéré le truc et vraiment arriver en ce mode, on va challenger ce qu'on a, est-ce qu'on peut aller plus loin, est-ce que c'est clair, est-ce qu'il y a des trucs à retravailler. Le but, c'est vraiment d'aller gratter le plus loin possible. On déjà jamais faire en temps. Donc ça, c'était la première étape. Maintenant, quand les Specflow, les fichiers de feature, ils sont bien, là, je les reprends. Maintenant, on va pouvoir coder. C'est un métier, on va bien coder quand même. Donc là, je reprends, j'ai tout ça, j'ai mon fichier, j'ai le premier scénario. Dessous, on pourra mettre le deuxième, retrouver les montants hors taxes. Mais voilà, là, on va commencer avec le premier. Moi, quand j'ai ça, qu'est-ce que je fais Je vais demander à Visual Studio de me mâcher le travail, il ne faut pas déconner.
Donc là, j'ai mon fichier de feature. Lui, je génère un petit truc auto-généré, c'est pour sa compréhension à lui. Et je vais lui faire un clic droit, je vais lui dire génère-moi les steps. Du coup, il va me générer ça. Et il va me sortir ça tout seul comme un grand. Donc là, on voit qu'il y a tous les given, when et then qui étaient sur le fichier de feature avec les phrases qui vont bien. Là, j'ai pas l'exemple, il peut y avoir des paramètres qui apparaissent dans ces phrases-là. Et donc, il me génère toutes les signatures. C'est pratique, je n'ai pas à le faire, je suis sûr qu'il n'y a pas de ce genre de fait de typo. Je ne me casse pas la tête à écrire tout ça. Première étape. Ensuite, alors si vous regardez là, il met un type table, parce que j'ai un tableau dans la fiche. Moi, ça me gêne ce type table, parce que ça ne veut rien dire. Donc je vais essayer de faire mieux. Alors là, ça devient un peu verbeux, c'est pas joli. Du coup, on a un truc qui s'appelle, on a un petit attribut, là, une décoration, step argument de transformation. Et ben, je prends une table et puis je vais les renvoyer par un couple type taux et montant taux. Donc ça, c'était mon premier tableau. Dans la vraie vie, j'ai des jolis types tout bien. Là, c'était pour l'exemple. J'ai mis des types qui sont plus rapides à lire pour un peu. Mais voilà, là, j'ai toutes mes transformations et mes signatures. En haut, là, j'ai plus de table. J'ai mes types. Là, je sais que j'ai un taux et un montant. Là, j'ai un montant hors taxe et un type de taux. Et puis à la sortie, sur mon Z, je vais avoir un montant hors taxe, un type de taux et un montant TTC. J'ai enlevé la complexité de manipuler des tableaux avec des colonnes, des lignes, tout ça. Ça s'est camouflé. À noter, le petit outil qui va bien, c'est le scénario contexte chez SpecFlow. C'est un contexte d'exécution du test. Ça fonctionne, on va dire, un petit peu comme un petit singleton et un dictionary. On peut y stocker toutes les valeurs qui vont bien. Donc là, niveau TVA, de base, je les ai stockées. Et on peut lui stocker tout un tas de choses pour l'exécution. Et on va commencer à coder le test. Alors moi, j'essaie de travailler dans ce sens-là. Alors j'ai mon cas de base, given, voilà, mes taux. Alors là, je les sauvegarde. Des fois, il y a un peu de traitement, mais là, il n'y en a pas. Ça, c'est mes montants hors taxe. Le when, quand je calcule, je n'ai pas d'implémentation. Pour l'instant, je suis encore en train d'écrire mon test qui passe au rouge, donc là, je le mets en tout doux. Mais à la fin, qu'est-ce que je veux que ça fasse? Je veux que mes montants TTC ce soient exactement les mêmes que ceux qui sont dans le tableau. Donc ça, c'est mes tarifs calculés, je veux que ce soit les mêmes que ceux qui sont écrits dans le fichier de feature. Première étape, bon, là, je suis content, c'est joli. Et ensuite, je vais pouvoir faire l'appel à mon code métier. Donc, je vais créer mon code métier. Là, je fais une classe TVA avec une méthode statique, calculer le tarif, le montant, et puis je lui renvoie le taux, le taux de TVA qui va bien. Alors, je le retrouve dans mon test, je balance ça dans un tableau. Je suis content, il est select. Je trouve ça pas terrible. On s'en fout, ça marche. C'est pragmatique un peu, on est content, ça marche. On est dans une boucle de TDD. Là, je viens d'écrire mon test qui passe au vert. Et une troisième boucle, c'est le de facto. Je vais quand même pas rester là-dessus. La méthode statique, c'était pas beau. Les taux de TVA, la calculette de TVA, alors elle vient de droit de les gérer. Je peux réécrire mon truc. Moi, je suis couvert par mon test. Par contre, le test, il est ouvert. Je suis content. Donc voilà, là, je suis content. J'ai créé une calculette de TVA. Je peux lui injecter les taux. Si un jour les taux ils changent, je suis content. J'ai juste à changer les taux, ça sera tout seul. J'ai un peu aplani mon code. Moi, je trouve ça un peu plus lisible. Ça me paraît pas mal. Là, c'est une feature tout petite. Au quotidien, quand il y a des features un peu dessus, pour repasser cette phase de refacto, c'est vraiment simple. Autre effet de bord sympathique de SpecFlow, on peut générer de la doc. On utilise Pickles. C'est une petite lib. On a une petite ligne de commande qui va prendre tous nos fichiers de features, qui va prendre tous les résultats de test éventuellement, et puis il va nous générer une belle page web. Donc je reprends mon scénario. Donc là je reprends, j'ai ma feature, ma description, je vais coller une petite image là, histoire de, ça peut bien illustrer aussi illustrer nos features. Et puis en dessous, là c'est tronqué, mais il y a tout le reste de. Et voilà, et ça nous génère un super SpecFlow. Un truc pareil, au lieu de 2, c'est aussi. En vrai, ça ressemble à ça. Puisque, encore une fois, on a un super PO qui nous fait tout le temps des grands schémas pour qu'on comprenne un petit peu les formules qui est appliquées. Et des fois, c'est la règle de 3, c'est facile, mais des fois, c'est des enchaînements de 1, 2, 3 règles de 3, et puis elles se recomposent. Donc, on est content aussi d'avoir le schéma.
Tout ça, ça nous sert à comprendre. Ceux qui aiment le plus ça, c'est le département qualité. Jusqu'au moment de faire ces tests, donc il y a de la QA. Il y a, il se dit, bon alors, le projet, là, qu'est-ce qu'ils ont comme feature? Et il ouvre ça, et ah, et tout. J'ai l'attendu, j'ai des exemples, du coup c'est super rapide pour lui de comprendre dans quoi il rentre, et puis de créer ses 4 tests à partir de ça. Pour moi c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le but, mais ça fait quand même un boulot plutôt simple. Pour un nouvel arrivant, parce que je suis arrivé, tout ça c'était en place. J'ai le meilleur rôle du monde. Alors, petit effort d'imagination, je vais vous demander d'imaginer. Vous arrivez sur un nouveau projet. Le métier, c'est tendu. C'est pas affiché 3 champs dans une page web, il y a des règles, il y a des calculs, ça a l'air bien compliqué. Et là, on va vous demander d'attaquer sur une nouvelle feature. Comme en général, sur l'obligation, tiens, on va corriger les bugs avant, mais ça fait pareil. Admettons, on part sur une nouvelle feature. Et là, je me rends compte, je comprends rien en fait au métier. Je pensais comprendre quand on m'expliquait, mais c'est sérieusement, je ne bite rien à ce qu'ils me disent. J'ai des mots-clés, c'est encore super flou. Et là, il y a Super PO qui arrive, qui me pose sa feature, avec des exemples, et je sais quoi faire. Et avec ça, je peux commencer à coder dès le premier jour. Deuxième, temps d'installer, tant que le client file tous les accès locaux, on va dire deuxième jour. Mais très sérieusement, avec une méthode comme ça, on peut vraiment commencer à coder le deuxième jour. Et en plus, on a une orientation vraiment de comportement, métier, dès la première ligne de code. On ne se pose pas la question, alors comment c'est implémenté, c'est quoi le schéma de la base de données. Non, il y a un comportement, il y a un traitement à faire. On le fait, on est basé là-dessus. Et les questions base de données, persistance, infrastructure, elles arrivent après. De fait, parce que c'est cadré comme ça. Encore une fois, il y a plein d'avantages et d'inconvénients à tout ça. On a un gros vecteur de communication dans l'équipe. Ceux qui aiment bien DDD, hashtag Ubiquitous Language, on parle tous la même langue à ce moment-là. Quand il y a un terme, on l'utilise, on est d'accord sur la signification du terme, dans quel contexte il s'utilise. Pour le PO, c'est super confort. Il est cadre ses US, il peut gérer l'exhaustivité de ses cas. Au-delà du fait que tout le monde veut nous le piquer parce qu'il bosse bien, lui, c'est devenu un super moyen pour lui de travailler et de s'exprimer dans son boulot avec ça. Je crois qu'il ne voit plus bosser autrement. Il a fait un petit retour d'expérience de ça au Human Toast il y a 2 mois, je crois. En tout cas, ouais, c'est vraiment c'est un formalisme qui vient. En fait, il y a à avoir dans sa tête le concept, la règle métier et aller le formaliser en fait. Et le SpecFlow, en fait, ça impose un certain formalisme qui est déjà quand même plus contraignant qu'un texte libre. Et ça nous force vraiment à réfléchir ces cas, à les poser. Et si on vous dit que c'est plus long, toute la période où il y avait un PO et on était les 2 seuls dev back sur le projet, ils produisaient plus vite que nous. C'est pas forcément plus long. 2 dev back, on n'arrivait pas à suivre, forcément à suivre sa cadence à vie. Autre avantage, voilà, c'est le comportement qui pilote la conception. On a une couverture test de haut niveau, donc on n'a rien qui n'est pas testé. On a notre d'attaque orientée métier, ça facilite la prise de connaissances fonctionnelles métier, ça génère de la doc. Le petit moins, le co démarrage. Je suis arrivé, je ne connaissais pas SpecFlow, il faut regarder c'est quoi le contexte, comment on garde des trucs, les steps, comment ça se branche. Ça prend pas des mois à comprendre comment ça marche, c'est pas super compliqué. Le vrai problème qu'on a eu, c'est le couplage test-implement. C'est quand, concrètement, quand les features arrivent avec un ensemble de champs, du coup, on se met à modéliser avec ce qu'il y a dans le SpecFlow. Et du coup, quand les SpecFlow évoluent, du coup, on se retrouve avec vraiment des classes métiers qui sont trop liées. Donc, on a une période où il a fallu découpler un petit peu ça de manière un peu brutale. Mais depuis, ça va mieux. Ouais. Mais il y a eu une phase où vraiment on avait des tests qui étaient trop couplés. Et la moindre nouvelle feature, ça nous cassait tout un tas de tests. C'était pas super. Là aujourd'hui, c'est un moment qu'on a pas eu de problème. Ouais, en fait, on a une dans notre métier, on a un gros calcul qu'on décompose en une succession d'étapes de calcul. Et chaque SpecFlow spécifiait une étape. Et on avait tendance à couper ces fichiers-là aux étapes. Et on essaie de ramener ça à l'ensemble, tester ça en mode boîte main.
autre partie du testing, Property-based testing. à toi. Alors là, on va vraiment d'un extrême à l'autre, je crois. Parce que là, Sylvain, il vient de vous parler d'une méthode de test où vraiment on écrit un exemple, on écrit vraiment, quand je te donne cette entrée-là, j'attends ce résultat. Là, le property-based testing, en fait, au lieu de ce que vient d'expliquer Sylvain, le BDD, en fait, souvent, on appelle ça aussi du example-based testing, donc, du test basé sur l'exemple. Là, on va faire du test basé sur les propriétés. Qu'est-ce qu'une propriété? C'est un invariant, ça vous aide pas beaucoup, dit comme ça. L'idée, c'est de dire, j'ai mon code, mon métier, une caractéristique, peu importe l'entrée que je vais lui donner, cette règle doit être respectée. Et pour faire ça, en fait, vous avez un framework de test, en l'occurrence pour .NET FSCheck, qui génère des données aléatoires, qui les lance à votre système, qui vérifie ensuite que vous avez bien le résultat attendu. Alors pour faire ça, forcément, on ne peut pas écrire en dur le résultat attendu, hein, ça ne marche pas. Du coup, en fait, à la place, vous définissez un cas, grosso modo, c'est votre propriété. Et vous laissez le framework tester. Alors il teste plein de cas, et puis tant que les cas restent à l'intérieur du cadre, vous êtes content. De temps en temps, il va vous trouver des cas limites, et là, à vous d'analyser. Parce que vous avez trois solutions possibles. Soit la donnée qu'il va utiliser pour arriver à ce cas, c'est juste une donnée qui, d'un point de vue métier, n'a aucun sens. Donc, il faut peut-être contraindre les données qu'il va utiliser pour tester. Soit votre cadre, votre propriété est peut-être mal définie. En fait, vous avez peut-être juste mal compris le métier ou le comportement de votre application. Dans ce cas-là, c'est assez intéressant parce que ça vous challenge. Ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, où effectivement, on a eu un test rouge et en l'espace de 10 minutes, on avait identifié des cas métiers qu'on n'avait juste jamais envisagés. C'est vraiment une méthode d'exploration de votre métier qui est assez intéressante. Et le troisième cas, vous avez un bug. Il faut corriger. Alors, ça me paraît super abstrait, du coup, je vais montrer des exemples. Donc là, c'est un coding dojo qu'on a fait en novembre. C'était le global, je vais manger le nom. Comment? Le global dev code retreat. Ouais, le global dev code retreat, merci. Où là, on avait juste un petit kata, ça consistait à comparer deux mains de poker de deux cartes, en fait, savoir quelle était la meilleure main. Donc là, par exemple, j'ai une première propriété qui dit entre deux cartes, la meilleure carte dans une main, c'est toujours As. Donc il me génère une valeur aléatoire. Je crée une main avec un As, une carte aléatoire. Je dis donne-moi la meilleure carte, ça sera toujours l'As, et donne-moi la moins bonne, ça sera forcément toujours l'autre. Ça marche à l'inverse avec le 2, qui est la moins bonne. Et par exemple, un autre cas où là je suis obligé de contraindre, je dis même la plus basse paire, donc une paire de 2, on retrouve ici, ça sera toujours meilleur que n'importe quelle main avec deux cartes différentes. Donc là, par exemple, il me génère deux cartes. Juste une condition en bas, qui n'était pas forcément très bien, qui dit mes deux cartes elles doivent être différentes. C'est impératif, sinon je ne vous passe test, ce n'est pas un bon cas. Et on vérifie que la main qui gagne, c'est forcément ma paire. Forcément, là, j'ai juste une énumération qui se débrouille, mais en vrai, vous allez avoir des cas beaucoup plus compliqués que ça. Si vous faites ça, du coup, il faut écrire des générateurs. Donc là, par exemple, j'en ai écrit. Là, j'ai un générateur, par exemple, qui m'écrit une paire, donc il me génère une carte, il me génère une carte, pardon, et il s'en sert pour créer une paire. Une autre qui me dit, avec deux cartes différentes, donc je génère deux cartes, je vérifie qu'elles sont différentes, je retourne la main. Donc ça, j'imagine que maintenant vous avez vu super syntaxe input, vous êtes super à l'aise avec ça. Donc voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc effectivement, ce que je vous disais, niveau avantage, ça vous challenge vraiment sur la compréhension du métier, surtout, et c'est un bon outil d'exploration. Il va vraiment vous trouver des cas limites auxquels vous n'aviez pas pensé. Comme il génère X cas par défaut, il vous teste 100 cas différents quand il s'exécute. Là, forcément, vous êtes beaucoup plus confiant qu'un test unitaire classique qui va utiliser un seul cas et en plus toujours le même. Et en termes d'abstraction, effectivement, ça vous force à prendre du recul sur votre métier
définir une règle générale à partir de cas particuliers. Vous pouvez tout à fait déduire une propriété dès le départ, mais honnêtement, c'est un peu compliqué. Dans les points négatifs, forcément, c'est un vrai coup à prendre. Hein. C'est pas simple d'écrire des propriétés déjà détrouvées. Les temps d'exécution, bah, vous jouez ça en test au lieu d'un, forcément c'est plus long. Et tout un tas de générateurs à écrire. Les générateurs, c'est le plus dur à écrire. C'est super pas drôle. Mais le reste, ça va. Mais les générateurs, c'est pas Alors, ça va. Voilà. Et puis après, voilà, juste pour le dire, on a aussi, en termes de prise de feedback, d'autres petites pratiques annexes qui, pour l'instant, c'est plutôt anecdotique. On essaie de mettre ça en place de manière régulière, mais ça existe. Pour l'instant, on l'a fait de manière anecdotique, donc ça va être des ateliers manipulation. On prend un créneau, on met l'application vraiment dans la main des utilisateurs et on les laisse manipuler. Donc voilà, il y a des, ce qui est bien, c'est qu'on a des gens du métier qui ont vraiment l'air motivés par ça et qui comptent. C'est pas juste des chefs de service, ils vont vraiment nous donner des utilisateurs qui travaillent vraiment tous les jours et qui vont pouvoir nous faire leur feedback. Et aussi des ateliers de brainstorming voilà, sur les fonctionnalités à venir qui ne sont pas encore développées, sur lesquelles on est vraiment encore en étape de réflexion, de dire ok, on aura ce besoin-là, mais en fait on ne sait même pas comment le développer parce qu'on ne sait pas de quoi on a besoin exactement. Et c'est voilà, on parle encore une fois des ateliers d'exploration de métier. On a quoi derrière Et ben voilà, on vous a présenté globalement tout un tas de pratiques pour essayer de rester aligné au maximum avec le métier, depuis les cérémonies jusqu'au code, des techniques pour s'assurer de la cohérence métier du code. Alors on fait pas, ce truc qu'on fait pas, c'est du pair avec les PO derrière. On pourrait, mais après il y a du boulot aussi des fois. Donc, maintenant on a un peu plus de dev, donc il faut toujours un peu. Des techniques d'exploration métier. Et tout ça sans utiliser le jargon DDD. Je trouve personnellement, comme pour apprendre un petit peu le fonctionnel, j'ai la conviction, la sensation que c'est le meilleur moyen d'en faire, c'est le principe des Frick McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus, c'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a vu un petit schéma d'architecture hexagonale avec des adapteurs, avec éventuellement des anti-corruption layers. On a ces choses-là, c'est pas nommé, il faut mettre une anti-corruption layer là, non, voilà. On a juste notre domaine qui est protégé, et puis on sait que nos types dans les bases de données pour les API externes ne doivent pas rentrer dedans. On a nos patterns classiques, on essaie d'en parler le moins possible. Les seuls moments où on parle, ça va être, on va parler de contexte. On parle même pas de données de contexte, mais vraiment juste de contexte, globalement de domaine métier. Mais on en utilise très peu. Pour moi, c'est là où on réussit bien, c'est qu'on n'en fait pas des tonnes avec des délais et des machins, mais on parle pas trop de tactique. Mais on reste piloté par le métier et on essaie de livrer de la valeur aux utilisateurs. Et je pense que pour l'instant, ça ne tient pas trop bien. À noter, alors, pourquoi tout ça, ça marche bien? Il y a 2-3 éléments clés qui font que ça marche. J'en ai déjà parlé, il y a le PO. Quand le PO fait son taf bien, ça facilite vachement. Au niveau dev, on est globalement en phase avec les pratiques qu'il y a à mettre. On ne se tire pas la bourse sur non, il faut faire comme ça, non, il faut faire comme ça. Ça va plutôt être ah, t'as fait comme ça, c'est intéressant, et comme ça. On a un peu plus d'échanges. On a un petit peu d'agilité, je dirais, mais après, pour l'instant, c'est pas le moment crucial. On n'a pas besoin de trop de souplesse. On n'a pas tardé à nous dire changer de deadline toutes les 2 semaines, je pense que ça va bientôt arriver. Mais voilà pourquoi, pour moi aujourd'hui, pourquoi ça marche. Une équipe qui fonctionne bien dans le même sens et chacun sait faire son boulot du mieux qu'il peut. Et pour ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Rien à ajouter? Non, je suis de référence. Quelques références. On
mettra les slides en ligne. Ouais, on se met le slide en ligne. Donc, alors, pour tout ce qui est spécification, par exemple, Bosko Hadzi, si je le prononce bien, Jessica Kia, j'adore. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à voir ce qu'elle fait. Qui notamment un peu pour tout ce qui va être programmation fonctionnelle pour les développeurs orientés objets. C'est en gros la partie que vous avez fait là-dessus, mais en 10 fois mieux, forcément. Pareil, property based testing, c'est en regardant ce truc que j'ai eu le déclic qui m'a permis de vraiment appréhender la pratique et réussir à la mettre en place. Thomas Petriek, qui lui a tout un bouquin avec des exemples en F# et en P, en C#. Des fois, il prend un bout d'algo et il dit bon, alors, avec un langage fonctionnel à prédominance fonctionnelle, voilà comment on le code. En C# on peut le faire à peu près pareil, il montre comment. Après combo fonctionnel DDD, bah, vous avez domaine modeling de Scott Dashy, pareil, top. Marc Siman qui va aussi pas mal vous parler effectivement d'un peu tout en fait. Marc Siman il parle de tout, donc il va y avoir prog fonctionnel, il va y avoir des catégories théoriques, il va y avoir pratique, test, il y a un peu de tout. Et pour les plus courageux, ceux qui s'intéressent aux catégories théorie, Bartosz Milewski, si je le prononce bien. Mais il faut s'accrocher un peu dans la question. Des questions? Pourquoi vous utilisez du C# du coup? Parce que vous utilisez beaucoup de programmation fonctionnelle. Est-ce que c'était pas plus simple de partir sur un langage fonctionnel? J'aurais beaucoup aimé partir sur F#, très honnêtement. Mais à un moment, tu n'arrives pas à lutter contre les mecs qui sont en face, la team archi, le gars qui est en interne et tout. Il y a des trucs que tu n'arrives pas à faire passer, du coup tu fais passer ce que tu peux. Alors au-delà du fait qu'ils ne veulent pas, il reste un argument assez pragmatique, c'est qu'il faut trouver des devs F#. Alors le problème c'est qu'il y a plein de devs F# qui ne trouvent pas de mission, et il y a des missions qui n'arrivent pas de F#, et du coup il y a un défaut de matching là-dessus, mais je peux comprendre qu'ils ne veulent pas, parce que derrière ça sera plus difficile de trouver un dev F#, ce que je peux comprendre. Pour le coup, ça aurait été en F#, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas F#, ils m'auraient dit ah, tu ne connais pas? Ah, mais je vais apprendre, ouais, mais tu ne connais pas, du coup on va baisser le tarif, après, c'est une discussion, mais ça peut, c'est le vrai argument, mais effectivement, je pense qu'en F# on aurait pu on en parle souvent, on les prendre un peu. Il y a du front en fait, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que du back. Alors effectivement, on a parlé que du back, parce qu'on a des mains que là-dedans, mais il y a un dev front avec nous aussi. Et il fait pareil, il fait du spectrum, non, côté front. Ça s'y prête moins. On peut, mais ça, honnêtement, ça s'y prête pas très bien. Et pour le coup, sa partie front, il fait vraiment que de la présentation. Enfin, il appelle des endpoints, on lui sert. Il nous passe les 3 paramètres en entrant, puis on lui sert le traitement en sortie. Sur notre projet, il n'a pas de boulot super compliqué. Sur certains projets, on le met sur le front aussi. Mais c'est ce que je voulais savoir. Mais du coup, l'usine logicielle derrière, il faut le faire en double. C'est beaucoup plus compliqué à maintenir. Ouais, c'est ce qui est En tout cas, ouais, pas de métier non plus. Par contre, vous auriez pu réutiliser certaines features en fait en Gherkin pour les faire passer en test end-to-end, genre Cypress, ce genre de choses. Bon, peut-être pas toutes, mais certaines, histoire de s'assurer que certains chemins. Ça pourrait être envisageable. Vu que les Jamais specs sont essayé. déjà faites en fait, et qu'elles sont agnostiques justement de C#. Après, c'est plus retrouver lequel est applicable, etc. Et parfois, le front diffère. Il y a des use cases qui sont bien différents du back. Ouais, par exemple, valider la TVA, traduire le taux de TVA, ça tu peux le faire aussi côté front. Avec Côté front, ça va être. Du coup, tu traduis côté front. Est-ce qu'il va s'afficher dans tel et tel endroit? Tu ne traduis pas de la même façon. Oui, bien sûr. C'est pour ça que le contexte, en fait, il va être implémenté différemment sous chaque step. Tu ne vas pas écrire la même chose, tu ne vas pas faire des assertions. Ouais, c'est en maintenant, ça. Le problème du côté front, très honnêtement, c'est que les équipes, les profils sont super ciblés. Il y a des devs pure back, des devs pure front. Et si tu veux commencer à avoir des pratiques communes entre les deux, il faudrait qu'il y ait des gens qui sont un peu plus, qui maîtrisent un petit peu les deux. En gros si tu veux faire ça, tu refais les côtés front, tu recopies-colles. C'est plus facile, tu sépares. Les gars, ils font des tests unitaires ou des DD côté front. C'est Angular en plus, ou un truc comme ça. C'est du JS.
La répartition entre le code, on va dire le code fonctionnel et les tests, c'est quoi parce que vous faites systématiquement du SpecFlow plus du propriety. Du Property based, non, pas Non, ça. property, ça va vraiment être. En fait, déjà, savoir identifier une propriété, c'est pas si simple que ça. C'est quand on peut de base. Voilà. C'est quand on se dit, tiens, là, on arrive à en identifier une, et ça nous paraît pertinent d'écrire. Par contre, le SpecFlow systématique, quoi, c'est ça SpecFlow, ouais. Jusqu'ici, ouais, c'est systématique. On n'a pas démarré une US sans SpecFlow. C'est pareil. Pour la property based, il y a aussi Flex and Mold de Microsoft qui présentait ça. C'est un projet R&D et du coup il analyse les chemins et puis il essaie de bombarder au niveau test unitaire. Donc c'est pas mal aussi. C'est automatique. Donc il analyse le code et il essaie de bombarder. Au-delà de la techno et du langage, si vous aviez chacun un truc à changer, Oui. c'est Non, non, du tout. Un truc à changer sur le projet. avec le recul, c'est plus facile quand on a avancé. Ça peut se renégocier. Aujourd'hui, franchement, j'ai pas trop de. C'est tellement différent que tous les contextes que j'ai pu avoir. Je suis tellement content de venir coder le matin que pour l'instant, j'ai pas trop. D'un point de vue contexte de travail, aujourd'hui, j'ai pas. Vous avez pas eu des développeurs qui ont eu peur? C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils se disent ça change complètement le contexte. On n'a pas changé beaucoup. Je sais pas, Caro, t'as peur? Non, ça va. Elle est arrivée sur le projet il y a quelques semaines. Du coup, Non, mais ça change le paradigme. ça change complètement le paradigme. Après, c'est faire si t'as pas envie, ça peut être difficile. Et des fois, on leur dit pas, on parle pas de SpecFlow, tu leur dis, mets le nom de la méthode comme ci et comme ça, tu vas petit à petit. Et après, tu dis, il y a SpecFlow. Non, mais c'est vrai, tu vas petit à petit. Pour moi, c'est la recette, il ne faut pas écraser avec le jargon. Tu amènes les choses petit à petit et ça. Je suis assez d'accord avec Sylvain, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait de ne pas avoir un jargon spécifique qui dit avec plein de mots à apprendre, déjà il y a suffisamment de métiers à apprendre, je pense au début, il ne faut pas rajouter plein de mots techniques. Et aussi, je pense que la chance qu'on a chez ce client, c'est qu'effectivement, les développeurs qui sont là, c'est quand même des développeurs qui sont assez curieux et motivés par apprendre des nouvelles choses. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit trop rebuté justement par ce genre de nouveautés. Et du coup, transition, comment vous avez convaincu le client d'adopter ce genre de méthodologie? On n'a pas fait. Tu dis pas. D'accord. Je ne dis pas, et Ok, concrètement, ouais. parce qu'au fond, vous avez dit vous-même, ça prend plus de temps à développer. Non, Des fois, ça prend plus de temps à faire du code qui compile. Et derrière, on n'a pas de temps de correction. et du coup, le time to market, il est plus long. Il est Alors, de toute façon, Parce que le client, ça, je il sais peut pas s'en dire. rendre compte. En vrai, on n'a pas d'éléments de comparaison. En vrai, moi j'estime que c'est pas plus long. Retiens pas. On disait que ça peut être plus long à écrire du code qui compile, c'est vrai, parce qu'on écrit plus de types, on a plus de passe plat. Mais dans tout le code, si on ne travaille pas comme ça, il y a du temps de correction. On n'a pas de temps de correction. Très honnêtement, on a peu ou quasiment pas. Pour l'instant, on a passé peut-être quelques heures en plusieurs mois à corriger des bugs, à avoir des retours de la recette. Partant de là, je pense que le gain, il est écrasant. J'ai fait tellement de projets comme ça où justement où tu codes vite, des tests, t'en as un peu, voire pas. C'est cool, tu peux livrer plus vite sur ton intégration continue, mais là tu vas faire un feedback 2, 3, 4 boucles, il va falloir repousser. Sachant que ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que là on est vraiment pour le coup, ces applications-là, c'est vraiment le cœur de métier de ce client-là. C'est pas si on reprend les gros du DDD, là on est sur les corps domaines. Vraiment, c'est le cœur métier, c'est là où on va mettre le paquet niveau qualité. Et après, par contre, le client, effectivement, du moment qu'il a son application qui fait ce qu'il attend, niveau pratique, il va faire garder. Il n'y a pas d'archi derrière, il ne faut pas faire comme ça quand on veut. On a des archives, pour l'instant ils nous embêtent pas.
Pour l'instant, nous, ils nous embêtent pas. C'est vrai. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Alors, pour le coup, pour que ça passe bien aussi au côté client, c'est là que l'agilité rentre un petit peu en jeu. Toutes les 2 semaines, on a une démo, on présente ce qu'on fait. Toutes les 2 semaines, voilà, le PO il a le PowerPoint. La semaine dernière, on a fait ça, on a dit qu'on allait faire ça, et bien cette semaine, on vous montre qu'on a fait ça. Alors, des fois, il y a un peu de retard, hein, mais on vous montrera la prochaine fois. Et toutes les 2 semaines, on montre un peu de nouveauté. C'est pas fou. Toutes les 2 semaines, ils voient des trucs qui avancent. Au départ, on avait le endpoint du calcul, on n'avait pas d'interface. Du coup, on leur montrait des swaggers. C'était pas super sexy. Bah, ils voyaient des données en JSON, c'était pas hyper intéressant. Un jour, il y a une interface. Bah, alors là, c'est pas des vraies données, c'est moqué. Et puis la fois d'après, bon, bah, là, on a moqué une partie, mais il y a un vrai calcul. Et petit à petit, on en montre. Et en montrant régulièrement, je pense qu'on a beaucoup de gains. Il y a une espèce de confiance, même si peut-être le rythme ne leur suffit pas. Mais il y a un rythme et ça avance, et je le vois avancer. Et avec ça, je pense que tu coupes un peu le côté du ouais, ça avance pas toutes les 2 semaines, parce qu'il y a un délai quand même assez court, tu montres que ça avance un petit peu. Et politiquement, ça a son effet, ça a son importance, et je pense que ça aide bien. En sachant que pour les démos, alors je disais le PO, les démos par contre, on essaie d'être plus sympa avec nous, on ne les laisse pas tout faire. Tous les devs s'investissent un peu, présentent à chaque fois aux utilisateurs. Du coup, les utilisateurs nous connaissent forcément un petit peu. Ils voient l'équipe qui s'intéresse, et d'un point de vue com, je pense que c'est important. Et puis en fait, c'est comme la discussion du est-ce que les tests sont utiles au final, quoi. Du coup, est-ce que je peux écrire des tests? Parce qu'écrire des tests, ça prend plus de temps. Donc j'augmente mon time to market. Le problème, c'est que le time to market, c'est juste un des trucs qu'on mesure parce que c'est vachement simple à mesurer. Et en fait, il y a 1 million de bénéfices que tu ne peux pas mesurer quand tu adoptes ces pratiques. Et c'est ça qui fait que malheureusement, c'est assez malsain dès que tu essayes d'aller le justifier parce que le client, effectivement, il va te demander des KPI, il va dire OK, en pourcentage, combien ça prend de temps, combien ça me fait gagner. Bah ouais, mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus abstrait que ça, quoi. Tu vas gagner en maintenabilité, tu vas gagner à avoir moins de bugs, tu vas gagner en documentation, tu vas gagner en sérénité sur ton équipe aussi. Enfin bref, plein de trucs que tu peux absolument pas mesurer. Et moi je suis d'accord, c'était juste pour savoir qu'est-ce qu'il Après, le truc qu'il dit, c'est aussi que sur la définition de type, bah, déjà ça force à bien comprendre qu'est-ce qu'on essaie de retenir, et surtout ça fait gagner du temps sur l'écriture des tests unitaires. Il y a plein de tests unitaires qui deviennent inutiles à faire parce qu'on a les types qui ont bien compris. Et je voulais rajouter que concernant le time to market, effectivement, je pense pas qu'il soit moins bon que les autres équipes. Et en fait, ce serait un peu. Enfin, il y a tellement. Enfin, reporter l'incapacité à livrer vite seulement sur l'équipe de dev, ça serait pas très fair-play, je pense. Parce qu'il y a 1 million d'autres problèmes qui font que voilà, on fait des choses beaucoup trop grosses de toute manière, et donc on ne peut pas les livrer. Et donc, de toute manière, je pense qu'il y a plein d'autres problèmes qui font que même si c'est plus long que ce qu'on pourrait faire autrement, ça se voit pas, quoi. Ouais. Ça fait ça. Enfin, c'est pas grave. Du coup, il y a le temps de. Pour info, dans votre corps de domaine, vous avez combien d'agrégat à peu près? Je ne saurais même pas dire, je n'ai pas compté. En fait, la notion d'agrégat, elle apparaît plus vraiment, vu qu'on, je ne sais pas si tu te rappelles ce schéma, si je le retrouve, on raisonne vraiment comme ça, dans un concept qui avance au fil de notre process, on peut appeler ça comme ça, et du coup, en fait, voilà, nous, on découpe chaque étape, et on ne cherche même pas forcément une notion d'agrégat en particulier. Et par contre, en termes de montée en compétences pures, c'est-à-dire là, vous êtes entre vous, c'est cool. Demain, tu débarques, je sais pas, un génie qui dit tiens, on va faire ça avec des Roumains. C'est une bonne idée, tu vois. Et il faut lui expliquer, ok, c'est quoi du fonctionnel, c'est quoi du DDD, c'est quoi du DDD, c'est quoi de l'inversion de contrôle, c'est quoi l'injection de dépendance. Je pars du principe, il ne faut pas lui expliquer. Alors après, si c'est un Roumain qui les voit, effectivement, ça va être dur. Ça va être compliqué. C'est à côté, ou pas? C'est une bonne journée.
Non, mais en vrai, Il faut, enfin, pour le coup, pour moi, c'est de l'accompagnement quotidien. Après, effectivement, si c'est de l'offshore, c'est compliqué. Tu gères pas pareil. Je sais, j'ai pas de réponse sur de l'offshore. Après, sur quelqu'un qui est in situ, bah, si c'est un junior, bah, tu vas te mettre à côté, puis on va faire du pair. Tu vas pas mettre du corps de même dans l'offshore. Pour moi, déjà, la vraie perte. Enfin, quand on dit time to market, tout ça, c'est pas vraiment TDD le problème. Attention, moi ce que j'ai vu dans ce que j'ai vu là dans cette présentation, c'est que tout le fonctionnel est documenté. Et quand tu fais de l'offshore, le plus compliqué, c'est de passer le fonctionnel. Et si le fonctionnel est écrit, la plupart du temps, il n'est pas écrit le fonctionnel. Hein. Ah, non, les mecs, ils bourrent, ils font du code, comme tu dis, rapide. Mais après, va comprendre comment c'est derrière. Et moi, déjà, sans parler du fonctionnel, rien que challenger le métier, c'est difficile. Moi, on avait des PO qui pleuraient parce que, putain, vous me posez des questions, mais ça marche pas comme ça. Je dis ce qu'il faut faire, en fait, alors là, ça fait deux années. Ça s'appelle du cycle en V. Ah, mais ça marche très bien. Hein, alors, ah non, ça marche pas bien. juste me permettre, vu l'heure, on discute bien, c'est cool. On va monter discuter à l'apéro. Ouais. Je voudrais juste une main innocente je de vais vie. juste terminer sur la question de. Moi, je me pose pas en fait cette question-là parce que je considère que ça serait de niveler le niveau par le bas. En fait. Ah, mais Regarde, parce que quelqu'un n'arrive pas à ce niveau-là, je ne peux pas le mettre au cas où il arrive. Après, s'il y a vraiment une volonté de détruire le projet comme ça, à un moment, c'est pareil. Enfin, pour le coup, si le but c'est ça, voilà, c'est pas. Non, mais ça, pour dire, moi, on porte souvent l'argument, ouais, TDD ça prend plus de temps, DD ça prend plus de temps, machin, c'est un truc que j'entends très souvent. Et moi, mon contre-argument à ça, c'est non, ça prend pas plus de temps, c'est gagner du temps. Ce qui prend du temps, c'est la montée en compétence. Enfin, c'était globalement, c'était les mois à chaque fois. Hein. C'était le coup pour un nouvel arrivant. Mais sachant que c'est pas non plus démesuré. Par contre, c'est clair que si tu ramènes un junior, et même un junior sera peut-être plus facile parce qu'il n'aura pas 6 ans d'objet et une 7 heures qui sera en dedans, peut-être ça passera mieux. Mais, oui, apprendre du fonctionnaire à un junior, je pense que c'est peut-être même plus simple qu'un gars qui fait des objets depuis 10 ans. Au Global Azure Bootcamp, j'ai fait venir un jeune de 11 ans qui a parlé du quantique. Justement, il n'a pas les biais, machin. Oui, mais pourquoi le chien c'est comme ça. En fait, il n'a pas ces biais-là. Il arrive, il les prend comme ça. C'est vrai. Moi, je peux pas. qui c'est qui a déjà sa place pour le Mixit avec Laurent? Suspense. La première lettre est. Non, Il a beaucoup collé. Hein. Non, mais c'est bien de coller comme ça. On va le déchirer. Bien collé. On va le déchirer sans taille. Lucas. Oh là là. Eh bien, merci à tous. Du coup, on va monter prendre l'apéro.